Notre invité, bienvenue Nathan Dever. Penser contre soi-même chez Albin Michel. Vous êtes philosophe, enseignant à l'université de Bordeaux. Vous signez ce récit. C'est vrai que c'est intéressant à l'heure où on nous explique que les réseaux sociaux nous entretiennent dans nos certitudes, dans une communauté qui pense comme nous. Penser contre soi-même, c'est peut-être une gymnastique salutaire. Paola. Oui, puisque vous avez pris quasiment une vie en fait pour penser contre vous-même, puisque vous vouliez depuis le plus jeune âge devenir rabbin et puis vous avez fini philosophe. Alors si vous aviez à résumer pour nous qui n'avons pas encore cette vie de chemin parcouru, c'est quoi penser contre soi-même ? Penser contre soi-même, je dirais que c'est d'abord le fait de vouloir s'inscrire dans une logique qui est dominée par la négation. Ne pas chercher, si vous voulez, à appréhender le réel avec une vision qui est préconçue, une conception du monde qui est fabriquée par avance, et en cherchant à voir que le monde extérieur, notre expérience, notre histoire va venir immédiatement confirmer ce qu'on attend déjà d'en voir. Ça, c'est la première chose, je dirais. La deuxième chose, c'est donc d'essayer d'être dans ce que j'appellerais une quête ouverte. Les vies, pour moi, j'aime beaucoup percevoir les existences comme des quêtes, comme des voyages, comme des méditations incarnées. Très souvent, ces quêtes sont closes sur un petit paquet de certitudes. Alors ça peut être, dans mon cas, une religion, ça peut être une idéologie, ça peut être mille et une choses. La philosophie, c'est l'art de la quête ouverte. Et dernière chose qui va ensemble, c'est penser contre l'idée du soi-même. Penser contre l'idée que nos identités sont étroites, sont rigides, et qu'elles doivent diriger, qu'elles doivent déterminer la manière dont on se fabrique des opinions, des avis, des idées, etc. Et vous parliez des réseaux sociaux, on peut parler même du fonctionnement général de la société. On voit bien aujourd'hui une logique où des représentations collectives de nos identités presque s'imposent comme devant déterminer la manière dont nous analysons le monde. Mais comment est-ce qu'on peut échapper à ce conditionnement ? Parce que finalement, on est tous nés quelque part, j'ai envie de dire, on a tous des coordonnées GPS chevillées au corps. Comment est-ce qu'on peut échapper à ce conditionnement de la naissance ? Justement, on ne peut pas y échapper. Et le fait, me semble que la question, en tout cas dans mon cas, moi la question qui a fait que j'ai voulu faire de la philosophie, c'est précisément ça. C'est le fait de remarquer que la naissance, ce que j'appelle la naissance, c'est pas seulement la date de notre date de naissance, mais c'est le fait que notre arrivée dans le monde s'est faite complètement sans nous. Personne ici n'a choisi d'exister ou de ne pas d'exister. Personne n'a choisi de grandir dans telle famille, dans telle époque, dans tel milieu social, avec tous les conditionnements que ça suppose. Et évidemment qu'on ne peut pas échapper à cela. Mais justement, penser contre soi-même, c'est affronter, se confronter au fait que justement tout ce qui existe dans notre existence a été conditionné, déterminé, sans nous consulter un seul instant, et essayer de créer ce que j'appellerais une petite marge de liberté. Évidemment que c'est minimal, évidemment qu'on n'y échappe jamais, et c'est pour ça que penser contre soi-même, on ne le finit jamais. Mais c'est important de penser contre soi-même, parce que là on vous écoute, vous dites en philosophie c'est très important, etc. Mais dans le fond, ça sert à quoi de penser contre soi-même ? C'est quoi ? C'est une façon de toujours se dire, tiens, moi je pense ça, mais si je pensais autre chose, c'est de l'hygiène mentale, c'est quoi ? Alors, d'abord, ça sert ? Intellectuellement, ça me semble important, parce que ça permet d'échapper au carcan des certitudes, des dogmatismes. Ce qui fait avancer la pensée, c'est pas le dogmatisme sur lequel on peut un moment s'arrêter, c'est justement ce qui va me permettre de le dépasser, mais pas seulement intellectuellement. Le dogmatisme, c'est-à-dire la politique, les opinions politiques qu'on a reçues en héritage, les positions, évidemment, les options religieuses qu'on a, la façon dont on regarde le monde, c'est tout ça ? Exactement. De la philosophie à la politique, à la religion, il y a du dogmatisme absolument partout. Mais juste, c'est pas seulement intellectuel. Essayer de vivre sans fusionner à soi-même, sans coïncider pleinement à la manière dont on se perçoit son identité, c'est aussi un art de vivre, penser contre soi-même. Par exemple, je donne un exemple très simple. À la fin de mon livre, je fais l'éloge des cafés. Et justement, des cafés qui sont des lieux sans lieu, des institutions qui ne répondent à aucune fonction dans une société. C'est cette idée d'exister dehors, d'exister en n'étant pas enfermé dans le carcan d'une manière dont on voudrait se représenter son masque social. Un café pour tout le monde, c'est le plaisir de rencontrer quelqu'un autour d'une table ou d'aller boire un café au bar. Tout le monde sait ce que c'est qu'un café. C'est pas des lieux sans lieu, c'est des lieux de sociabilisation, de repos, non ? Oui, bien sûr, mais le café, c'est d'abord, c'est un exemple, mais c'est un lieu dont on n'est pas propriétaire. On vient pour en être locataire provisoire de 10, 20, 30 minutes. C'est un lieu où on peut venir faire absolument n'importe quoi. On peut venir être heureux, on peut venir parce qu'on a été choqué par une mauvaise nouvelle, on peut venir avec des amis, on peut venir pour une scène de séduction, on peut venir pour mille et une choses, on peut venir pour travailler, on peut venir pour faire la fête. C'est un exemple minimal que je vous donne. Évidemment, penser contre soi-même, c'est s'ouvrir à l'altérité des autres perspectives. Donc
c'est quelque chose d'extrêmement incarné et pas seulement d'une démarche abstraite. Donc c'est un lieu parfait. Est-ce que ça veut dire aussi changer d'avis? On n'est pas vraiment une société qui valorise les gens qui changent d'avis. Vous prenez la politique, on vous sort une archive de vous il y a 10 ans, vous la remet aujourd'hui, regardez, vous êtes complètement incohérent. Est-ce que changer d'avis, finalement, c'est quelque chose de valorisant? Oui, bien sûr, il me semble. Alors, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'avis, être une sorte de personne complètement... Vous voyez ce que je veux dire? Ou on met le curseur des convictions, si vous voulez. Oui, c'est ça. Mais inscrire ce changement d'avis dans un... Il faut que ce soit un travail, que ce soit justifié par quelque chose et que ce ne soit pas en effet l'art de la girouette. Mais on le voit bien très souvent dans des débats. Que ce soit des débats dans le débat public ou des débats dans des dîners avec des amis, etc. Très souvent, des gens viennent défendre des certitudes. On n'entend personne dire « Ah, vous avez raison, vous m'avez convaincu, votre démonstration se tient. » Et j'en ressors changé et métamorphosé. Justement, pour poursuivre la question de Benjamin, on vous entend, on vous voit sur avoir ces avis, vous positionner, on vous lit, on vous voit sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous avez une certaine peur ou une certaine excitation de cette polémique qui peut avoir lieu sur ces plateaux-là? On n'est jamais à l'abri du dérapage. C'est quelque chose dont vous avez conscience, et qui peut même peut-être vous exciter, vous, en tant que philosophe. Oh, bien sûr, la peur, mais totalement. Pas tellement la peur du dérapage, mais la peur justement de devenir une sorte de pantin dont on sait par avance ce qu'il va dire, qui sait lui-même par avance ce qu'il va dire, et qui pourrait être fait en ChatGPT, quelqu'un de programmable, un algorithme. Bien sûr, alors j'essaye de pas faire ça, je réussis pas toujours, mais j'essaye justement de pas venir pour être le militant de mes propres idées et d'être dans un rapport interrogatif au réel. Et ce qui est intéressant, c'est que vous aviez signé un autre livre qui s'appelait Espace fumeur. D'ailleurs, dans ce livre, vous fumez énormément des paquets de cigarettes pour vous faire digérer vos burgers. Et donc, dans cet autre essai, c'était un propos assez surprenant, étonnant, parce que c'était un hommage à cette cigarette mélancolique de cette pause clope qui était vecteur de lien social. Pour un jeune homme de 26 ans, c'est étonnant de faire l'hommage à la clope. Oui, c'était un... Non, mais c'est vrai, parce que ça va un peu contre-courant. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui arrêtent de fumer. Comment est-ce que vous expliquez cette envie d'antan qui vous habite, en tout cas? Alors, je ne sais pas si c'est... L'envie d'autrefois. Oui. C'est ça que vous dites. Est-ce que vous aimez votre époque? J'aime beaucoup mon époque. Oui, je la trouve... Il y a ce mot de Sartre, il dit qu'il faut considérer son époque comme un absolu. Ne pas chercher à l'analyser avec les concepts d'hier, ni ceux de demain. Être pleinement dans les coordonnées de son époque, et je l'aime beaucoup, je la trouve passionnante. Oui. Mais la cigarette, non, ce que j'aime dans la cigarette, c'est que c'est une drogue sans ivresse. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une pause clope, c'est précisément ça. On prend un tout petit peu de recul par rapport au carcan de son quotidien, on n'en sort pas, on sait qu'on va y revenir dans 10 minutes, mais il se joue quelque chose d'une rêverie provisoire, d'une petite forme de distance par rapport au réel. C'est assez lié finalement à l'idée de ne pas totalement fusionner par rapport à soi-même, mais il n'y a pas besoin d'être fumeur pour... Vous vous offusquiez dans le Figaro d'ailleurs de ces plans anti-tabac. Il y avait cette phrase écrite qui m'avait marqué en disant « Une société devrait être libre de pouvoir s'auto-détruire ». Oui, alors c'est la grande distinction qu'on fait en philosophie politique entre la liberté positive et la liberté négative. La liberté négative, celle en gros des démocraties libérales, de dire vous êtes libre de choisir la morale qui peut être la vôtre, même si c'est une mauvaise morale, même si c'est une morale, une éthique d'autodestruction, par exemple de fumer. Et la liberté positive, c'est quand un État se met à dire ce qui est bien. Alors, ça peut être un concept religieux, philosophique, idéologique. Et dans l'hygiénisme, il me semble qu'il y a un glissement vers cette liberté positive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de politique de santé publique, qu'il ne faut pas alerter sur les dangers du tabac. Évidemment qu'il faut le faire. Mais me semble-t-il, il ne faut pas enlever aux individus la liberté de pouvoir éventuellement se nuire tant qu'ils ne nuisent pas autrui. Il y a trop d'infantilisation des Français, mais partout ailleurs d'ailleurs, avec ces politiques de santé publique. Vous trouvez qu'on est infantilisé face à nos libertés de choix? Infantilisé, oui, mais surtout... avec cette idée d'une morale de la santé. Vous devez vous maintenir en bonne santé. Et ça me semble extrêmement important qu'il y ait encore une fois dans le débat public, notamment un discours médical très très important sur la prévention des maladies, prévention des choses qui nous mettent en mauvaise santé, qu'il y ait une lutte contre l'addiction, parce qu'on en tombe évidemment, on ne choisit pas toujours de rentrer là-dedans. C'est un coût social aussi. Bien sûr, mais il me semble aussi très important de laisser cette marge de liberté, que des individus puissent choisir, ce qui par exemple, on ne se pose pas la question dans le cas de l'alcool. L'alcool n'est pas bon pour la santé, il y a des individus qui peuvent se nuire à leur propre santé. Si un État commençait à vouloir interdire ça, on jugerait ça problématique. Alors, vous parlez de votre histoire, vous avez perdu la foi. Vous le racontez par le menu, d'ailleurs, la foi juive, en l'occurrence. Mais vous avez l'air de dire que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ce serait une bonne nouvelle ?
Alors d'abord, est-ce que c'est une liberté? Vous parliez de la liberté il y a un instant. C'est une forme de liberté de se dépouiller de cette foi qu'on vous a léguée à votre naissance? Alors d'abord, ça a été une expérience très douloureuse avant d'être une bonne nouvelle. Dieu est mort, c'est pas seulement une phrase de Nietzsche. En tout cas, ça peut être juste quelque chose d'un peu intellectuel. Moi, je l'ai vécu comme si mon monde s'effondrait, comme si le monde perdait de ses couleurs. La religion, c'est pas seulement une croyance, le fait de se dire Dieu existe. C'est un rapport au monde. C'est des passions, c'est une poésie qui est incorporée au réel. J'ai perdu ma foi, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon avenir, j'ai perdu mon quotidien. Donc c'était très difficile. Mais ensuite, là où je définis ça dans mon livre en effet comme un vrai bonheur, c'est que ça ouvrait la porte précisément à ce que j'appelais cette quête ouverte. Cette quête qui ne bute sur aucun absolu, qui ne bute sur aucune certitude. Plus encadré par un dogme religieux. Exactement. Et qui doit inventer son chemin et sa destination. Pourquoi vous n'avez pas gardé le nom de vos parents, à qui vous rendez hommage d'ailleurs, qui s'appellent Karine et Lionel Nakache? Oui. Pourquoi avoir changé de nom? Alors, c'est pas du tout pour une raison, entre guillemets, personnelle. Je sais que ça arrive, parfois des gens qui s'entendent mal avec leurs parents ou qui veulent cacher quelque chose. Moi, pas du tout, d'ailleurs. Par rapport à vos origines? Je le dis, mon nom. Non, pas du tout non plus. Je pense que l'écriture est un acte, est une démarche intégrale. C'est pas seulement écrire des livres sur un papier, les publier, en faire des objets. C'est quelque chose qui doit nous engager, qui doit nous métamorphoser. Moi, j'ai été métamorphosé en écrivant ce livre. Entre les premières pages et le moment où je l'ai fini, j'avais profondément changé, et que donc ça doit être un moment de réinvention de soi. Et j'aimais cette idée de choisir un autre nom, et en l'occurrence que ma mère a trouvé. Et de vers, ça veut dire depuis, vers, from to. Ouais. Dans l'Express, j'ai retenu une phrase. Quand j'étais très religieux, c'est ce que vous dites à nos confrères, je priais tous les matins, et c'était la meilleure raison de me réveiller. Aujourd'hui, quelle est votre meilleure raison de vous réveiller? C'est pas la même chose. En effet, quand j'étais religieux, dans le judaïsme, il y a des prières qui sont très tôt, qui sont indexées à l'horaire du lever du soleil, et j'avais même pas besoin de mettre un réveil, je le mettais, mais je me réveillais tout seul, et j'étais en pleine forme. Et c'est vrai que, voilà, quand je parlais de la douleur de perdre la foi en Dieu, c'est que je me réveille plus de la même manière aujourd'hui, même si j'ai une... alors là, ce matin, je me suis bien réveillé, oui, donc c'est pas la même chose, se réveiller dans un monde qui a un sens ou qui n'en a pas. Mais l'écriture, oui, ça me donne une raison d'être. Dans le débat public, ceux qui interviennent en permanence, etc., ils savent penser contre eux-mêmes ou pas? Je pense que penser contre soi-même, je ne mettrai pas des étiquettes sur est-ce que lui il sait le faire ou est-ce que lui il sait pas le faire. Et pour répondre d'ailleurs, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, moi je sais pas toujours le faire et j'essaye de le faire, mais je pense qu'il y a des gens qui essayent pas forcément de le faire, bien sûr. Et surtout, en dehors de critiquer des gens, je suis pas sûr que la manière dont fonctionnent les débats publics aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans nos agoras sociales, soit programmée pour permettre aux gens de penser contre eux-mêmes, surtout. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Ce que vous dites en tout cas. Paola. Tous les jours, à midi moins le quart, votre chronique Sous les radars, des informations qui ont pu vous échapper et que vous nous présentez. C'est d'abord la question des villages, des milliers de villages. Plus personne ne sera inconnu à cette adresse, c'est ça? Oui, pour des milliers de villages, eh bien, c'est la fin de l'anonymat, la fin des rues sans nom et sans numéro. C'est le journal Le Monde qui révèle ce changement. La loi étant l'obligation de nommer absolument toutes les voies de France. Jusqu'à présent, il y avait des milliers de hameaux orphelins d'adressage. Le journal Le Monde interviewe Bernard Guyot, 69 ans, agriculteur dans la Vienne, qui a connu ce temps où il n'y avait pas d'adresse. Il disait qu'il y avait indiqué sur sa carte postale hameau de la Grange Carrée, la première maison près des Lauriers, la grille en fer forgé. C'était à l'époque où tout le monde se connaissait dans le village. Le facteur était le même pendant des décennies. Aujourd'hui, les livreurs Amazon sont complètement déboussolés. Les colis Amazon se perdent. Ils ont besoin d'un point de GPS et surtout, les personnes déménagent beaucoup plus souvent qu'avant. Les communes doivent donc mener leur petite révolution, c'est-à-dire nommer les 4 coins de la France. C'est un long casse-tête. Comment est-ce qu'on va trouver des noms pour ces rues tout en rendant hommage aux mémoires des lieux. Alors, il y a des communes qui se déchirent puisque certains maires choisissent d'appeler certaines rues Jean-Jacques Goldman ou encore Nina Simone. On accuse aussi certaines mairies comme Hénin-Beaumont, municipalité du Rassemblement national, de faire des choix un peu idéologiques. Le maire Steve Briouat a proposé le nom de Michel de Camaret, un militaire, un compagnon de la Libération, également membre d'un mouvement royaliste. Donner des noms, c'est pour l'histoire. Les communes ont donc jusqu'au 1er juin pour nommer toute la France. Il n'y aura plus de non-lieu, plus voilà, un peu comme vous dites, de ces terrasses de café qui n'ont pas vraiment de nom. Est-ce que, voilà, on se demande si, quelle excellence française pour ces futures rues?
On verra. Sous les radars, on va aux États-Unis. L'élection de novembre est sur tous les réseaux américains. Oui, et en ce début d'année, eh bien, on a assisté à un grand moment de la télévision sur la chaîne conservatrice Fox News pour commenter l'élection. L'animateur Jesse Watters a fait appel à une diseuse de bonne aventure, c'est-à-dire une voyante qui était invitée à tirer les cartes pour lire l'avenir de Donald Trump. Écoutez. Je voudrais que vous m'aidiez à lire l'avenir de Donald Trump. Avec une seule carte? Une seule carte. Ok, une seule carte. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Je dois reconnaître... Oh, et en plus, on est chez Fox News. C'est une sorte de perte. Non? Ils prennent des la carte de la faucheuse. Alors, effectivement, vous voyez la tête de la voyante, elle était affolée. En plus, elle dit sur Fox News, comment expliquer ça? Alors, elle a quand même donné une signification. Il faut dire que cette carte n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Attention, ça veut dire qu'on perd quelque chose et qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'on va peut-être gagner. On verra ça avec Nathan Dever en philosophie. Bon, en tout cas, voilà Donald Trump qui vient de demander à la Cour suprême de le déclarer éligible dans le Colorado. Il conteste également son inéligibilité dans le Maine, donc il n'est pas mort, contrairement à ce que dit la voyante. Enfin, Paola, la fin d'une quête. Oui, pour la première fois au monde, un adolescent vient de finir le jeu emblématique Tetris. Vous jouez à Tetris, Nathan Dever, oui. vous voyez ces petites... Oui, voilà, il faut faire... Voilà. Alors, il s'appelle Willis Gibson, il a 13 ans. Il est connu sous le pseudo Blue Scooty, il est originaire d'Oklahoma. Il s'entraînait 3 à 4 heures par jour pour assembler ces fameux blocs. Et regardez sa réaction quand, pour la première fois, il a atteint le niveau 157 et que son jeu s'est fiché. Voilà, incroyable, quelle émotion. L'exploit a été réalisé seulement en 38 minutes lors de la demi-finale des championnats du monde du classique Tetris. Il faut dire que ce jeu est encore très très populaire aujourd'hui, qu'il existe même un effet Tetris, c'est-à-dire que si on joue trop à Tetris, et bien après on va voir la réalité en bloc en tentant de les assembler. Bref, pour la première fois, eh bien, il a réussi à assembler ces blocs. C'est un peu comme si, je sais pas, Sisyphe, le rocher de Sisyphe n'était pas tombé. Alors on se demande s'il faut voir ce joueur heureux ou très malheureux d'avoir perdu sa quête, Nathan Dever. Heureux. Vous jouez aux jeux vidéo ou pas? Pour écrire mon précédent roman, beaucoup. Mais pour le plaisir? Vous n'avez pas joué? Il paraît que c'est très intéressant pour réfléchir aussi, les jeux vidéo. Oui, bien sûr. En fait, il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est un art à part entière, les jeux vidéo. C'est vraiment un art, et un art intégral, qui demande des graphistes, des musiciens, des urbanistes, des scénaristes. C'est un grand art. Qui pourrait rentrer dans les prochains Jeux Olympiques. Il y a des pétitions pour faire des jeux vidéo un vrai sport. Voilà, penser contre soi-même et se dire que les jeux vidéo, c'est aussi bon pour le développement des enfants. Enfin, bon, je dis n'importe quoi, parce que... En partie, mais je crois que c'est vrai. Avec modération, comme d'habitude. Merci beaucoup, Nathan Dever. Penser contre soi-même aux éditions Albin Michel, si vous voulez en savoir plus sur la quête qui a amené Nathan Dever à faire un énorme chemin. Merci à vous.